Bonjour tout le monde. Merci Alexandre pour l'introduction. Donc, je m'appelle Caroline. Je suis étudiante au doctorat en bioinformatique dans le laboratoire de Sébastien Lemieux à l'IRIC et mon projet de thèse vise à utiliser une approche par inférence bayésienne pour étudier l'efficacité de composés chimiques dans le contexte de développement de nouveaux médicaments. Donc, le processus de découverte de nouveaux médicaments, c'est un processus qui comprend plusieurs phases, plusieurs étapes à même ces phases-là. C'est un processus qui va prendre des années, entre guillemets, avant d'aboutir à un produit final, qui va coûter aussi des millions et des millions de dollars. Donc, chaque décision qui est prise pour passer d'une phase à l'autre ou d'une étape à l'autre peut être très lourde de conséquences. Et ces décisions-là sont prises en grande partie sur des résultats expérimentaux. Donc, en laboratoire, on va tester les composés chimiques sur des cellules, puis on va essayer d'évaluer leur efficacité pour ensuite faire un certain filtrage avec l'objectif d'arriver avec au moins un composé très prometteur à la phase préclinique. C'est les expériences en laboratoire qu'on fait. La grande partie peuvent être décrites comme étant des expériences de dose-réponse. Donc, comme le nom l'indique, on va aller évaluer la réponse cellulaire, donc la réponse de cellules, étant donné une certaine concentration d'un composé C. On peut tester plusieurs composés pour une seule dose, dans quel cas on va ensuite identifier ce qu'on appelle des hits. On peut aussi aller tester pour un composé une gamme de doses, ce qui va nous permettre d'avoir un certain profil de l'efficacité de ce composé-là. Et récemment, on est de plus en plus intéressé par aller évaluer la réponse des cellules à des combinaisons de composés. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ce type-là d'expérience. Et donc, comment est-ce qu'on fait en ce moment la caractérisation de l'efficacité d'un composé? Premièrement, en laboratoire, on va souvent tester plus qu'un composé à la fois. Donc, par exemple, ici, on a une plaque multipuits où est-ce que chaque colonne représente un composé. Chaque rangée va être différentes concentrations. Et dans un puits donné, on va avoir un certain nombre et un certain type cellulaire auquel on ajoute une concentration donnée d'un composé d'intérêt. On va les laisser interagir pendant une certaine période d'incubation et ensuite, on va aller chercher la réponse des cellules. On va ensuite normaliser le résultat qu'on a obtenu en laboratoire, par exemple, par luminescence. On va la normaliser pour obtenir soit une viabilité ou une inhibition de la croissance cellulaire. Dans notre cas, on travaille, nos résultats préliminaires, c'est principalement sur des données avec des cellules cancéreuses. Donc, on va parler de l'inhibition, du pourcentage d'inhibition de la croissance cellulaire. Et donc, on va être intéressé par une colonne de ce tableau-là. Mathématiquement, une colonne, ça représente une liste de chiffres, une liste donc d'inhibition de la croissance cellulaire. Et comment est-ce qu'on peut aller extraire l'efficacité du composé étant donné cette liste-là? Présentement, on utilise principalement une approche par curve fitting, donc régression non linéaire. Pour faire ça, on va utiliser un algorithme comme le marqueur Levenberg, où, étant donné un modèle mathématique qu'on a jugé qui représente bien la relation de dose-réponse, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller estimer des valeurs pour chacune de nos paramètres libres de notre modèle mathématique, de telle sorte à minimiser l'espace entre la courbe prédite et nos données expérimentales qui sont des points. Et donc, à la fin, on va obtenir une valeur estimée pour chacun de ces paramètres-là libres. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va interpréter ces valeurs-là, ces paramètres-là de façon biologique. Donc, par exemple, on a les plateaux, les asymptotes maximales et minimales de notre courbe. Ça va représenter les réponses maximales et minimales de notre composé. On a la pente qui est un indicateur de la vitesse du shift entre nos deux plateaux. Et finalement, il y a l'IC50, l'IC50 qui est un peu le Graal quand on fait de l'analyse d'efficacité, qui mathématiquement, ça représente le point d'inflexion de notre sigmoïde et biologiquement, ça va représenter la dose nécessaire pour générer 50 de la réponse maximale. Et donc, l'IC50, on veut chercher des composés qui vont avoir des petits IC50. Si on fait un exemple d'une analyse, j'ai été en laboratoire, j'ai testé un composé sur des cellules cancéreuses. Je fais mon analyse avec marqueur Levenberg et j'obtiens donc un IC50 de 2,58 log 10 nanomolaires.
C'est petit, c'est quelque chose que je suis très satisfaite avec. Donc, en ce moment, je suis très heureuse. J'ai un composé qui semble potentiel et j'aimerais ça l'amener à la prochaine étape du procédé. Si je pousse un petit peu plus loin mon analyse et que je regarde les autres paramètres, je remarque rapidement que la réponse maximale est de seulement 15%. Dans le contexte de cellules cancéreuses, ça voudrait dire que lorsque, peu importe la quantité que je donne de mon médicament, la réponse maximale d'inhibition de la croissance cancéreuse va être de seulement 15%, ce qui est très, très bas. On voudrait quelque chose autour de 80 ou si ce n'est pas 100%. Et donc là, je suis un petit peu moins excitée avec mon composé. Il n'est pas si efficace que ça. Et si je pousse mon analyse encore un peu plus loin et que je vais regarder la courbe dose-réponse qui a été estimée, mais je remarque rapidement que cette courbe-là ne fait tout simplement pas de sens. Ça ici, c'est des données qu'on pourrait caractériser comme étant unresponsive. Donc, dans ce cas-ci, on serait attendu à avoir une ligne droite, à savoir que le composé ne génère pas de réponse chez nos cellules. Et donc, pour une même analyse, on peut avoir plusieurs conclusions, ce qui est assez problématique. Une autre problématique de cette approche-là, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup de bruit dans nos données. C'est des données expérimentales. Et à la fin, on va mener notre analyse principalement sur un chiffre, des fois 4 chiffres. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de confiance qu'on donne dans ces 4 chiffres-là. On a essayé de compresser toute l'information de nos données expérimentales en 4 petits chiffres et on n'a aucune notion de certitude ou d'incertitude autour de ces chiffres-là. Et finalement, une autre problématique, c'est toute cette notion d'intuition-là. Donc, à la fin, c'est en regardant la courbe, je me suis dit, mon intuition me dit que cette courbe-là n'est pas bonne. Mon intuition me dit que le 2,58 ici, c'est une bonne valeur. Donc, ici, là, c'est un cas extrême où est-ce que plusieurs diraient que ce n'est pas une bonne courbe. Mais dans des cas un petit peu plus tricky, où est-ce que la ligne entre bon et mauvais, elle est très fine, des chercheurs différents pourraient arriver à différentes conclusions. Donc, pour pallier à ces problématique-là, on s'est tourné vers l'inférence bayésienne et le théorème de Bayes. Donc, on aimerait ça aller inférer la probabilité de chacune de nos métriques d'efficacité étant donné nos observations expérimentales. Et selon le théorème de Bayes, cette probabilité-là, elle va être proportionnelle à la probabilité d'observer nos données expérimentales étant donné certaines valeurs pour chacune de nos métriques. Donc, c'est ici qu'on va intégrer la modélisation de notre log logistique. Et notre probabilité ici, elle est aussi proportionnelle à certains priors. Donc, des priors, ça va être de l'information qu'on va donner à notre modèle et c'est de l'information qu'on a avant d'avoir vu quelconque observation. Donc, par exemple, ici, ça va être des distributions qui représentent ce à quoi je m'attends que chacun de mes paramètres ressemble. Il faut faire attention avec les priors. On ne veut pas donner la réponse à notre modèle. On veut aider notre modèle dans le cas où est-ce que les données sont insuffisantes. Et donc, on va utiliser des priors qu'on appelle peu informatifs. Et donc, à la fin, plutôt que d'obtenir une seule valeur pour chacune de nos métriques, on va obtenir des distributions postérieures des valeurs les plus probables. Et pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant comme approche? Eh bien, si on se souvient des problématiques que j'ai parlé un petit peu plus tôt, ici, on va avoir une certaine caractérisation de notre bruit. On a mentionné que nos données étaient assez bruitées, donc on va être capable d'aller chercher ce bruit-là. L'utilisation de nos priors ici, c'est une façon d'implémenter et d'intégrer mathématiquement l'intuition des chercheurs vis-à-vis les résultats qu'on devrait avoir. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les priors, on va essayer de les rendre les plus généraux possibles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas définir des priors pour chaque courbe, chaque composé. On voudrait en avoir des généraux pour un ensemble de composés. Et finalement, en analysant des postérieurs et donc des distributions, on peut facilement aller dériver des métriques d'incertitude. Et donc, c'est le genre de résultat qu'on obtient. On a toujours une courbe dose-réponse. Ici, ça va être une courbe médiane avec les intervalles de confiance. Et on a ici donc les postérieurs pour chacune de nos métriques d'efficacité. Si on a besoin d'une valeur référence, on peut aller dériver la médiane et on va avoir aussi nos intervalles de confiance. Plus concrètement, comment est-ce qu'on a implémenté l'inférence bayésienne? On a utilisé une approche par NCMC. Et qu'est-ce que cette approche-là fait? C'est que, étant donné notre jeu de données expérimentale et nos priors, on va aller échantillonner des valeurs pour chacune de nos métriques d'efficacité. Et ces valeurs-là vont soit être acceptées ou refusées. Si elles sont acceptées, elles sont ajoutées au postérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans l'animation les histogrammes qui
qui sont construits de façon itérative et chaque valeur va être acceptée avec une probabilité qui est relative au likelihood entre le likelihood du ratio de cette nouvelle valeur-là échantillonnée et la dernière valeur qui a été ajoutée au postérieur. On a aussi, donc si on revient à notre petit exemple du début, on voit maintenant que dans la section expérimentale en grise, on a effectivement une courbe qui est plutôt flat. Et si on regarde aussi l'IC50, ici, on voit que l'IC50 médiane est assez grande, mais l'aspect super intéressant, ça va être l'intervalle de confiance qui est très, très large. Et donc, on ne peut pas prédire avec précision c'est quoi la valeur de notre IC50 dans ce cas-ci. On a aussi extrapolé cette approche-là à la comparaison de deux courbes, où est-ce que là, on va aller inférer le postérieur de la différence. En faisant ça, on peut aller établir la probabilité qu'un composé ait un IC50 plus grand que l'autre, par exemple. Et après avoir mis tout ça en place, c'est super intéressant, mais on veut le rendre le plus possible accessible à nos collaborateurs qui sont des chimistes et des biologistes. Donc, dans un premier temps, on veut qu'ils aient accès aux résultats. Donc, on a créé une interface web qui leur permet d'analyser une courbe ou bien de faire la comparaison de deux courbes. Et il y a aussi l'aspect de rendre les résultats accessibles dans le sens où est-ce qu'ils sont habitués d'avoir un chiffre à analyser l'IC50. Maintenant, on leur dit, regardez les autres paramètres et en plus de ça, je vais vous donner 4000 données pour chacun des paramètres. Donc, ça peut être un petit peu overwhelming, toute cette nouvelle information-là. Donc, il faut rendre ces postérieurs-là, il faut les rendre interprétables. Donc, par exemple, ici, on a une méthodologie qui nous permet de faire un certain ordonnancement et qui va répondre à des questions expérimentales. Par exemple, lequel des composés a la plus grande probabilité d'être parmi les top 5? Donc, c'est ici, on pourrait aller on peut extraire ces composés-là. Et on a aussi travaillé sur une représentation d'un DAG qui va faire les liens entre les différentes métriques d'efficacité. Donc, par exemple, si la différence entre les IC50 de composés elle est significative, bien, les nodes du graphe qui représente un composé vont être liés par un arête. Et donc, on a une représentation très visuelle des relations entre les différentes composés. Donc, un gros merci à tous les membres du laboratoire Le Mieux pour leur soutien. Merci aussi aux membres de l'équipe Leucégène qui, principalement, nous donnent beaucoup de données à analyser. Et aussi un merci à Ivado pour cette opportunité de présenter mon projet.